Mesdames et messieurs, merci de votre présence pour cette dernière conférence du Tech Lab. Nous avons sur scène avec nous Charles-Henri Bertrand Van Witzel, qui nous vient de l'Université catholique de Louvain, en voisin depuis la Belgique. Bonjour. Bonjour. Attends, je regarde juste parce que c'est pas miroir. Parce que je me rends compte que finalement c'est pas... Ah, la technique nous jouerait-elle des tours? Vous êtes le dernier, c'est normal, c'est toujours sur lui que ça tombe. Ouais. C'est pas grave, ça va fonctionner, parfait. Bien, alors pour le titre de votre conférence, ce sera Détection de malware et machine learning, explorer différents choix de représentation. Tout à fait, merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Charles-Henri Bertrand Witzel, je viens de l'UC Louvain en Belgique. Et aujourd'hui, je vais aborder la combinaison de la détection de malware et du machine learning. Et en particulier, comment représenter l'information de binaires qu'on va analyser pour qu'il puisse être utilisé au mieux par le machine learning. Alors c'est un travail qui est fait en collaboration avec des jeunes doctorants qui au final ont fait une grosse partie du travail, donc Serena Lucas et Sami Boutayeb. Voilà. Alors, moi, qui je suis? Je suis un postdoc à l'Université catholique de Louvain, donc j'ai terminé ma thèse l'année passée. Et mes centres d'intérêt, en général, c'est le machine learning pour la sécurité du machine learning et l'analyse de programmes. Et pour être complet, je m'occupe aussi du programme Cyber-Excellence en Wallonie, qui est un programme qui vise à fédérer les différents acteurs wallons autour de la recherche. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est une présentation qui sera un peu technique. Je vais essayer d'aller doucement pour ne pas perdre, parce qu'on sait que c'est la dernière présentation de la journée et que c'est un peu difficile pour tout le monde. Ok, alors on sait que les malwares, les ransomware, c'est top cyber threats. Par l'ENISA, c'est relevé comme l'une des top cyber threats. Alors, beaucoup de malwares qu'on voit in the wild, ce sont des variants de malware existants. Donc la souche est la même, et les attaquants vont juste appliquer des modifications, de l'obfuscation, des méthodes d'évasion, vont un peu tweak leur sample pour espérer évader vos méthodes de détection. Mais donc la souche reste la même. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand déploiement de beaucoup de nouvelles méthodes basées sur le machine learning pour essayer, à partir d'un ensemble d'échantillons de données, d'apprendre un modèle capable de reconnaître ces malwares si vous envoyez des nouveaux qui essayent de pénétrer vos défenses. Et du coup, ça a déjà donné beaucoup de bonnes performances. Et en même temps, on espère aussi pouvoir utiliser ça pour détecter des nouvelles familles de malware. Par contre, ce n'est pas toujours clair quelle représentation utiliser, quelle information utiliser. Est-ce qu'on se base sur de l'analyse dynamique, de l'analyse statique? Est-ce qu'on structure ça juste comme une séquence de features? Est-ce qu'on fait des graphes? Il y a des gens qui présentent aussi des représentations en images, qui donnent juste le binaire à de l'IA et on voit ce que ça se passe. Donc c'est un peu ici ce qu'on va explorer. La structure de cette présentation, elle sera assez, on va dire, académique. Un peu de background sur la détection de malware et le machine learning en général. La méthode qu'on a utilisée pour comparer ces différentes méthodes. Quelques expériences et puis une petite discussion par rapport à tout ça. Alors, première distinction qu'on fait généralement quand on analyse des malwares et après quand on essaie de représenter cette information pour un algorithme d'apprentissage, c'est est-ce qu'on extrait des features, donc est-ce qu'on extrait des caractéristiques de manière statique ou dynamique. Donc est-ce qu'on va juste prendre le sample sans l'exécuter, on va aller voir des caractéristiques qui peuvent être extraites directement sur le binaire, ou est-ce qu'on va essayer de l'exécuter dans un environnement sécurisé, l'observer et extraire des informations sur son comportement. Alors la littérature académique a montré récemment qu'au final, c'est souvent plus intéressant, dans pas mal de cas, d'utiliser du statique. Je prends ça avec des pincettes et je vulgarise un peu, hein. Mais c'est souvent plus intéressant de prendre du statique parce que c'est beaucoup plus facile évidemment à extraire par rapport à du dynamique. Et en général, ce qui est dynamique, c'est souvent les comportements sont tellement vastes que c'est souvent difficile d'utiliser ça correctement pour un algo de machine learning. Et donc, on va dire que le surcoût qu'on a à utiliser du dynamique n'est pas toujours justifié par rapport à des modèles statiques qui peuvent fonctionner très bien. Mais bon, de nouveau, c'est une conclusion un peu haut niveau à prendre avec des pincettes. Et donc, on a cet aspect statique dynamique, donc des choses qu'on va extraire en exécutant le sample pour dynamique et juste en l'observant de manière statique. Mais on a aussi des distinctions qui se font en général quand on représente l'information. Soit on représente juste ça comme une séquence de caractéristiques. On verra juste après qu'est-ce que je veux dire par là. Soit on va essayer de structurer cette information sous forme de graphe.
c'est ce qu'il fait aussi. Donc juste essayer par exemple de voir s'il y a des appels système qui se font par le malware, des comportements, le structurer en forme de graphe et en espérant que ça, c'est peut-être une représentation qui sera plus expressive pour les algorithmes d'apprentissage. Alors ici, dans cette présentation, je vais me focus sur une pour chacune des combinaisons statiques dynamiques et graphes tabulaires. On va les explorer ensemble une à une, ne vous inquiétez pas. Et en gros, ces représentations ont été extraites avec 12 outils en particulier, en plus de simples scripts Python, on va dire, IDAPRO et une sandbox Cuckoo. Alors si on commence par les features statiques tabulaires, donc série de caractéristiques qu'on va extraire sans exécuter le sample, nous on s'est basé sur les features Ember, qui sont un ensemble de features déjà souvent étudiées dans la littérature, qu'on peut extraire grâce à la librairie Python Leaf. Et ça contient quoi? Ça contient des histogrammes, des features liées aux strings. Donc on va juste lancer, pour ceux qui connaissent la commande string sur le sample, on va aller voir qu'est-ce qui est présent là-dedans, est-ce qu'il y a des URL qui sont présentes, on va compter le nombre d'URL avec des regex, etc. Des informations générales, que ce soit est-ce que le binaire est signé ou pas, combien de signatures il y a, des informations sur les header sur l'information dans le header, des informations sur les sections. Donc combien il y a de sections, est-ce que les noms de sections du binaire sont standards ou pas. Donc ici, vous avez une petite représentation de à quoi ça ressemble un binaire en général. Je parle ici d'un binaire PE, donc qui tourne sous Windows, et on voit qu'en général, il y a plein d'informations dans le header, et ensuite des informations liées aux sections qui vont contenir différentes parties, le code, les données, etc. Et on sait que parfois, en observant ça, on peut détecter si c'est pas une structure normale, il y a peut-être de l'obfuscation, etc. Et donc, on va aller regarder ça, les fonctions qui sont importées par le binaire, qui sont exportées par le binaire, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect statique tabulaire. Alors, dynamique tabulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le sample qui nous intéresse, donc le binaire qu'on va analyser. On va le lancer dans une sandbox, donc par exemple Cuckoo ou KV2. Et ça va nous donner un peu un reporting de ce qui s'est passé, quelles clés de registre ont été modifiées ou lues, quels fichiers ont été créés ou modifiés. Et tout ça, c'est cette information-là qu'on va vectoriser. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment on le vectorise. Si ceux qui sont intéressés, si vous voulez, on peut en parler après. Mais donc voilà, c'est cette information-là, vraiment sur le comportement en tant que tel, qu'on va vectoriser et transformer en une série de caractéristiques. Alors, ça, on va l'expliquer doucement. Représentation graphique statique, donc quelque chose qu'on peut de nouveau construire à partir du binaire sans l'exécuter. Nous, on s'est basé sur un papier de la littérature qui faisait ce qu'ils appellent des FCCFG. En gros, l'idée, c'est qu'on va avoir un binaire qu'on va analyser, et ce binaire va y avoir un ensemble de fonctions dedans. Et ces fonctions peuvent soit être des fonctions écrites par un utilisateur, donc ce qu'on appelle ici des fonctions locales, soit des fonctions qui sont des fonctions externes de librairie Windows standard. Donc, par exemple, load library, getProcAddress. Donc ça, c'est des fonctions de l'API Windows. Et si on a des fonctions qui sont externes, on va simplement, on va dire, les encoder grâce à un réseau de neurones pour transformer ce nom en un vecteur. Si ce sont des fonctions qui sont des fonctions écrites par un humain, ça, on va juste extraire le CFG, donc le control flow graph. C'est là qu'intervient IDAPRO pour le control flow graph. Et comme ça, on va construire ainsi, de ce binaire qu'on veut analyser, les fonctions qui sont dans ce binaire et les relations entre les différentes fonctions. Donc on voit par exemple qu'ici, ce sera la fonction un peu main, logfunc1. Elle appelle 3 fonctions différentes. Dans cette première fonction, logfunc1, logfunc2, pardon, il y a 2 fonctions externes qui sont appelées. Et on va comme ça créer les liens entre ces différentes fonctions locales, mais aussi les fonctions externes. Et donc tout ça, on met tout ça ensemble, on crée un graphe qui présente un peu ces dépendances, mais de manière statique, donc de nouveau sans exécuter le binaire. Et voilà, ça nous fait de la représentation. Donc ça, 3e représentation. 4e représentation qu'on va regarder, qui est du coup c'est une représentation graphique construite avec de l'analyse dynamique. Ce sont des System Call Dependency Graph. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Analyse dynamique, donc on prend le binaire qu'on veut analyser, on l'exécute dans une sandbox,
on regarde un petit peu toutes les fonctions qui ont été appelées, les fonctions externes de Windows, et leurs arguments. Et puis, on va construire cette abstraction qui va lier les différents API calls qui ont été observés. Et les liens qu'on va mettre, c'est quand deux arguments sont en commun entre deux API calls. Donc, par exemple, ici, on peut imaginer qu'il y a un fichier qui est manipulé par le malware et sur lequel il va écrire, sur lequel il va bouger le pointeur, il va lire, etc. Et donc, c'est ça qu'on va représenter en termes de dépendance pour créer un graphe qui représente le comportement du malware. Évidemment, il y a plein de stratégies pour le construire. On peut imaginer différents types de liens entre deux nœuds. On peut imaginer des manières de rassembler les calls. Mais il faut vraiment se dire que c'est un graphe. Les nœuds, ce sont des appels de fonction, des API calls. Et les liens, c'est quand il y a un lien entre deux arguments. Voilà. Alors là, on a vu nos 4 représentations que nous, on va vouloir évaluer. Un petit mot avant, bon, ça c'est, je vais aller très vite, mais c'est pour un peu donner une intuition de comment ça fonctionne. Donc, si vous avez déjà touché à du machine learning un jour, en général, on fait souvent ça sur des données tabulaires, donc justement des tableaux, des caractéristiques qui sont extraites et le modèle travaille. C'est parfois moins connu comment fonctionnent des graphes neural network, donc des méthodes qui apprennent sur des graphes. Donc, comment ça fonctionne en vulgarisé très haut niveau? L'idée, c'est qu'on a un graphe. Chaque nœud du graphe a un vecteur qui le représente, qui présente ses caractéristiques, donc les arguments qu'il utilise, son nom, etc. Et à chaque itération, chaque nœud va envoyer cette représentation à ses voisins. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, V il reçoit la représentation de U1, de U2 et de U3. Il reçoit tout, et il va les combiner pour mettre à jour sa représentation. Et comme ça, du coup, il a une nouvelle représentation interne de chaque nœud. Chaque nœud a du coup une nouvelle représentation, un nouveau vecteur qui le représente. Et donc, on fait ça pour chaque nœud, pendant K fois. Et une fois qu'on a fait K itérations, on rassemble tout ça pour créer un vecteur global qui va représenter ce graphe. Et c'est ce vecteur-là qu'on va essayer de classifier, qui va nous permettre de dire est-ce que ce graphe il correspond à un programme bénin ou à un malware. Voilà. OK, on a vu nos modèles, on a vu nos représentations. Les modèles qu'on va utiliser, du coup, pour les modèles graphiques, on va utiliser des GNN, comme on vient de le voir juste avant, donc des Graph Neural Network. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, il y a 2 types de GNN différents, mais ça reste des GNN. Et pour les features tabulaires, on va utiliser un Gradient Boosted Decision Tree. Donc en gros, c'est un modèle qui est basé sur des arbres de décision. Donc on va apprendre des arbres de décision par rapport à cette série de caractéristiques pour essayer de classifier, à partir de ces caractéristiques, un échantillon en malware ou en logiciel bénin. Donc ça, c'est pour nos modèles. Pour ce qui est des datasets, alors nous, ce qu'on a fait ici, on a construit 2 types de datasets. Donc un premier type de dataset qu'on appelle le IID. C'est un dataset qu'on va utiliser pour tout l'entraînement et pour des premiers testings. Et pour ça, pour les malwares, on va se baser sur un dataset académique qui est le dataset BODMAS. Donc c'est une entreprise qui a collaboré avec des académiques pour récolter des malwares durant une longue période de temps. Donc on a des informations sur quand les malwares ont été récupérés, ce qui est vachement important. Et pour les cleanware, on va utiliser un repo open source chocolatier avec différents logiciels open source qu'on va installer en masse sur des VirtualBox. On va extraire les binaires qui ont été créés. Et voilà, comme ça, on a notre jeu de données qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner nos modèles. Et en plus de ce dataset-là, du coup qu'on va diviser en un set d'entraînement, donc train IID, et un set de tests pour tester les performances, on a un second set qu'on va créer. Pourquoi on le crée? C'est parce que souvent, on a cette tendance, quand on développe ce genre d'approche, à tester le modèle sur les mêmes types de données qu'on a utilisées pour l'entraînement, mais des mêmes sources. Et on se rend compte que souvent, ça pose problème parce qu'après, quand on rencontre des données tout à fait différentes qui viennent de d'autres sources, le modèle ne fonctionne pas toujours aussi bien. Donc pour avoir des conclusions un peu plus, on va dire, extensives, j'ai plus le terme, mais plus généralistes, on va créer un autre set de tests qui va être out of distribution, c'est-à-dire qu'il va venir de d'autres sources simplement. Donc pour ce set-là, les malwares vont venir de Malware Bazaar, qui est un repo open source où plein de chercheurs viennent mettre des malwares et viennent reporter des malwares.
Et pour les cleanware, on va se baser sur Portable Freeware, qui est un dataset de logiciels open source. Et donc comme ça nous forme les modèles qu'on va investiguer et les jeux de données qu'on va investiguer. Alors, on a nos modèles, on a nos jeux de données, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut évaluer là-dedans? Première chose, le temps pour construire cette présentation. Et du coup, justement, c'est d'ailleurs ce qu'on voit pour l'aspect dynamique vs statique. On sait que le statique, ça va beaucoup plus vite que le dynamique. Du coup, se rendre compte un peu de cet overhead qu'il y a si on veut commencer à faire des graphes. Est-ce que c'est beaucoup plus de faire un graphe que de faire juste des features tabulaires? Spoiler, oui. L'aspect temps. L'aspect détection, mais que ce soit détection sur le set qui est similaire au set d'entraînement, donc sur IID, ou sur un set qui est différent du set d'entraînement, donc EOD. Donc, testing, temps d'extraction, robustness contre des adversaires à l'attaque. Ici, je ne vais pas entrer trop dans les détails là-dedans, parce que sinon, on n'aurait pas le temps. Mais du coup, on va juste évaluer les modèles contre certains types d'attaques. Donc, il y a des attaques qui sont connues sur des modèles. On sait que les modèles, on peut parfois s'amuser à modifier certaines features, certaines représentations, à jouer avec les poids, vraiment à attaquer le modèle de machine learning pour évader ses décisions et les faire prendre des mauvaises décisions. Et donc, on va évaluer nos modèles par rapport à ça. Ensuite, on va rentrer nos modèles, etc. Et dernier point, ça que j'aborderai ici, c'est on va voir c'est quoi l'impact du packing sur nos modèles. Le packing, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une méthode d'obfuscation. En gros, ça prend un binaire, ça le modifie, ça modifie sa structure pour pouvoir cacher son comportement. Et c'est une méthode qui est, on va dire, il y a des packers qui sont connus, qui sont assez faciles à utiliser. Et donc ici, on va simplement voir c'est quoi l'impact d'un packer connu, UPX, sur nos représentations. Donc ça, c'est l'évaluation qu'on veut faire. Et pour tout ça, on va faire un split dans notre test d'entraînement, 70% pour entraîner le modèle et 30% qui sont mis sur le côté pour tester le modèle. Et autre chose importante là-dedans, c'est qu'on va essayer de faire quand on peut, des splits temporels, c'est-à-dire que les données qu'on va utiliser pour évaluer notre modèle, pour dire ok notre modèle il a 90% d'accuracy, machin, etc., c'est des données où on sait qu'elles ont été récoltées après les données d'entraînement. Ça permet d'être plus réaliste aussi. Parce que parfois, si on ne fait pas ça, il se pourrait alors qu'on se trouve à entraîner notre modèle avec des malwares qui sont peut-être, je ne sais pas, de décembre et de janvier. Mais dans la réalité, évidemment, on n'aurait pas accès à cette information-là si on avait entraîné notre modèle en janvier ou en mars. Donc c'est ça qui est important, c'est de faire ça. Ça permet d'être sûr que notre modèle, ça diminue entre guillemets les biais de notre modèle parce qu'on fait attention à tester notre modèle sur des données qui n'ont pas été vues dans l'entraînement. Ok, premier résultat. Alors ici, par rapport au temps d'extraction, donc pour faire un overview rapide, on voit en fait que le temps d'extraction, il est assez, il y a une grande variance dans le temps d'extraction pour ce qui est des graphes. Et en fait, c'est par rapport au tabulaire, et c'est assez normal, parce que les tabulaires, on va dire que c'est des données fixes qu'on va aller extraire. On va extraire des caractéristiques, on va extraire des noms de call, des noms de clés de registre qui ont été modifiés. Le graphe, au final, si on a un programme qui est énorme, il y a beaucoup plus de variance là-dedans. Si on veut construire un CFG, le programme peut être beaucoup plus complexe, le graphe peut prendre beaucoup plus de temps. Et donc, il y a moins de garanties sur le temps d'exécution et le temps pour construire la présentation avec les graphes. Petite note ici, dans les temps qu'on voit, donc qui sont en secondes, on ne prend pas en compte le temps d'exécution de la sandbox. C'est pour ça que le dynamique a l'air si peu cher, mais évidemment, à tous ces temps-là, il faut rajouter 3 minutes, c'est ce qu'on mettait en général pour la sandbox QQ, et donc évidemment, le dynamique est beaucoup plus lourd à construire que le statique. Donc ça, c'est pour le temps d'extraction. Oui, voilà, en général. Et pour l'aspect classification, ce qu'on observe, donc, comme attendu, en général, les performances diminuent pour un set out of distribution. Alors, c'est normal que les performances n'ont pas l'air folles ici. Donc, pour ceux qui, peut-être juste, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce vocabulaire-là, donc précision, c'est juste notre modèle, à quel point, quand il va dire que quelque chose est un malware, c'est vraiment un malware. Recall, c'est notre modèle, à quel point il va manquer des malwares ou pas. Donc un recall de 1, ça veut dire que tout ce qui est malware, en général, on les prend. Mais si on dit que tout est un malware, on a un recall de 1. Donc il faut faire attention. Et donc recall précision et le F-score, c'est un peu une moyenne géométrique entre les deux. Donc c'est un peu un comprimé entre les deux. Et l'accuracy, c'est juste, en moyenne,
à quel point je suis bon pour détecter et pour donner une bonne décision. Et donc, on voit qu'en général, de nos expériences, les features tabulaires ont l'air légèrement plus efficaces que les graphes, mais si on met ça en comparaison en plus avec cet aspect compilationnel, ben, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on est en train de pousser parfois à vouloir utiliser des représentations plus complexes, graphiques, etc., ou quoi, ben, les features tabulaires ont l'air au final de bien tenir la route et de rester au final assez efficaces par rapport à tout ça. Et donc peut-être pas forcément besoin d'aller absolument dans les features graphiques, ou peut-être essayer d'imaginer des cas où ce serait utile, mais les features tabulaires restent en général très efficaces, voilà, de manière assez générale, globalement aussi efficaces. Donc tabulaire, généralement, graphe, ouais, et voilà, pour la conclusion globale. Et on observe aussi que, ben, comme on a pu voir auparavant, entre statique et dynamique, ben, le statique est un peu meilleur. Maintenant, le dynamique offre en général d'autres choses intéressantes. En général, si en tant qu'analyste, vous regardez juste de manière statique, ok, vous allez peut-être pouvoir pousser la décision de dire c'est peut-être plus un malware, c'est peut-être plus un keyware, mais vous n'aurez peut-être pas d'insight sur c'est quoi le comportement du malware, qu'est-ce qu'il fait. Alors qu'avec le dynamique, vous aurez ces informations sur c'est quoi le comportement, pourquoi il est malicieux, et donc ça devient à un moment nécessaire, si on veut comprendre en détail c'est quoi le comportement d'un sample, ben, d'aller dans l'aspect dynamique. Je prends juste ça. Alors, je disais, on va maintenant juste terminer par regarder c'est quoi l'impact du packing sur nos représentations. Alors, le packing, c'est quoi? À nouveau, de manière haut niveau, comment ça fonctionne? Le packing, c'est un petit logiciel que vous allez utiliser qui prendra en input un binaire que vous voulez obfusquer. Et donc, on voit ici le fichier original que vous voulez obfusquer sur votre disque. Vous appliquez le packing, et en gros, ce qui se passe, c'est que ça va encrypter ou compresser, en tout cas, ça va altérer et obfusquer les sections de votre binaire. Et ça va rajouter un petit morceau de code au bout de votre binaire. Enfin, je dis au bout, ça peut être au-dessus ou quoi. En tout cas, ça rajoute un petit morceau de code qui va permettre que, quand on va exécuter le binaire, ce petit morceau de code va reconstruire à l'exécution le programme initial. Et donc ça veut dire que sur votre disque, sur votre ordi, vous ne pouvez pas voir ben, c'est quoi c'est obfusqué, donc vous pouvez pas voir vraiment c'est quoi le comportement. Par contre, une fois que vous l'exécutez, ben, en mémoire, à l'exécution, ce comportement est reconstruit. Donc ça, c'est une méthode d'obfuscation assez classique. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris UPX, qui est un packer open source connu, qui est souvent utilisé pour par les hackers, mais aussi parfois de manière légitime. Simplement parce que ça permet de compresser un binaire, donc de le rendre plus léger. Et ben, parfois, c'est utile d'avoir un truc plus léger si on veut sur des trucs embarqués ou quoi. Et donc, on a utilisé ce packer-là, on l'a appliqué sur nos samples et on a un peu regardé qu'est-ce qui se passait. Et on voit en fait que, ben, comme attendu, UPX, ça va énormément impacter les représentations graphiques. Pourquoi? Parce que ben, les graphes, ils s'intéressent à la structure du binaire, aux fonctions qui sont là, etc. Et si vous compressez tout ça, enfin, si vous prenez ce code-là, que vous le compressez et que vous l'encryptez, ben, toute cette structure, on la perd. On n'a plus que le petit stub qu'on va analyser. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, on voit alors que nos modèles qui étaient entraînés avant là-dessus, ils ont tendance à dire que ben, la plupart des samples, ils vont détecter énormément de choses, quasi tout, ils vont tout détecter en fait. Tout va être un malware, mais il va y avoir énormément de faux positifs. Parce que si vous voyez la précision, la précision elle est de 0,6, ça veut dire qu'en moyenne, quand le modèle dit que quelque chose est un malware, dans 0,6% des cas, c'est un malware, sinon ben, il y a de grandes chances que ce soit un keyware. Enfin, c'est un keyware. Donc voilà. Et donc ça montre que ces modèles-là sont impactés par le packing. C'est moins le cas pour le tabulaire. Maintenant, à nouveau, il y a d'autres avantages au fait d'utiliser les graphes, mais ici, en tout cas, pour ce genre d'expérience, on se rend compte que ces représentations-là sont extrêmement sensibles au packing. Alors, pour terminer, un petit mot. Nous, c'est une direction de recherche qu'on aimerait un peu continuer. Donc ça, c'est extrait d'un autre travail de recherche qu'on a fait. C'est le fait d'appliquer des techniques d'explainabilité. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'intelligence artificielle, c'est super, mais on aimerait comprendre sur quoi il se base, c'est quoi ses décisions, comment il fonctionne et comment il prend ses décisions.
On ne voudrait pas avoir un modèle qui, au final, on ne le sait pas, mais il s'est rendu compte que tous les malwares qu'on avait, pas de bol, ils étaient basés sur une interface graphique, j'invente, et que les cleanware, non. Et donc, en fait, le modèle, il n'est pas con, il se dit juste, si je veux distinguer les deux, je vais dire que tout ce qui est GUI, GUI, c'est malware et l'autre, c'est cleanware. Si vous n'investiguez pas votre modèle et si vous n'appliquez pas ce genre de méthode d'explainabilité, vous ne pouvez même pas vous rendre compte qu'il y a comme ça des biais qui s'induisent dans vos modèles et des corrélations un peu spurious correlation, je ne sais plus le terme en français, qui s'infiltrent dans vos modèles. Et donc, nous, ce qu'on avait déjà fait pour la détection de packing, donc on avait entraîné des modèles à détecter si un binaire était packé ou pas. Et on a appliqué ces modèles qui permettaient de voir justement, je regarde par exemple cette feature-là, la première feature qui est ici, cette ligne-là, function import IAT, donc c'est le nombre de fonctions qui étaient importées par le binaire. Et à droite, ça veut dire que c'est classifié comme packé, à gauche comme non packé. Chaque point, c'est un échantillon. Et la couleur, c'est relatif à la valeur de la feature. Donc, long short story, ici, je vois qu'il y a plein de points bleus. Donc, c'est des échantillons qui sont classifiés comme étant paquets. Et c'est cohérent. Pourquoi? Parce que ces points sont bleus. Ça veut dire que ça signifie que ces features-là, c'est des features qui sont basses. Donc, ça veut dire que le modèle dit en gros, quand il y a peu de fonctions qui sont importées par votre binaire, il y a de grandes chances que ce soit packé. C'est cohérent parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Le packer, il y a des packers plus spécialisés, mais ce qu'on verra en général le packer, c'est qu'il va cacher les imports et il va juste mettre les imports qui sont utiles. Et donc là, en voyant ça, on peut se dire, le modèle, à première vue, il se base sur des choses qui font sens. C'est pas silver bullet, mais ça permet parfois de voir des énormités, de se rendre compte que certains modèles vont dans les mauvaises directions ou apprennent des shortcuts. Ça me permet de... C'était un petit mot sur l'explainable AI, le fait que je pense que c'est important de pousser ce genre de direction si on veut commencer à développer des modèles d'IA dans ce genre de problème. Et pour conclure un peu par rapport à tout ça, on a vu que les features statiques, elles sont cheaper, donc elles sont moins coûteuses, elles sont en général plus efficaces comme first stage. Mais ce que je n'ai pas exploré ici, c'est qu'elles sont en général aussi assez susceptibles à tout ce qui est adversarial attaque. Donc, ok, ça a l'air d'être très puissant et très rapide. C'est chouette comme première ligne de défense, mais c'est assez facile parfois de designer des attaques, des modifications sur le binaire pour échapper votre classifier. Et donc, d'où le fait que c'est important aussi de développer ce genre d'algorithme basé sur l'XCI pour s'assurer parfois qu'il n'y a pas forcément de shortcut. Les features dynamiques, ça apporte comme des informations pour un analyste, pour certains samples, si ça intéresse sur c'est quoi le comportement, donc ça reste vachement intéressant, mais pas forcément comme première ligne. Voilà. Et dans le futur, ce qu'on aimerait bien faire, c'est aller voir d'autres représentations, évaluer la robustesse entre les représentations, donc à quel point une attaque fonctionne sur un type de modèle ou sur un autre, et continuer à s'intéresser sur cet aspect explainabilité. Parce que même pour un analyste, c'est intéressant, si on utilise un modèle d'IA, de comprendre un peu c'est quoi la décision. Et comme ça, oui, l'analyste peut comme ça bénéficier vraiment de l'IA, et on ne se base pas juste sur un IA où on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et voilà. Alors, je suis ouvert à vos questions. Merci, on va d'abord vous applaudir, bravo. Bravo et merci pour votre conférence, Charles-Henri. Nous avons également un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez. N'hésitez pas à lever la main et je vous passerai le micro. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'étais curieux de savoir si vous avez exploré aussi des représentations qui considèrent l'aspect temporal. Par exemple, les malwares, ils font des opérations dans un certain ordre. Et la partie tabulaire ou graphe, peut-être ils ne considèrent pas l'aspect temporal. Donc, Alors justement, quand je parlais des CDG, donc ces différences entre calls, il y a plein de manières de construire des dépendances, de construire des liens entre ces calls. Et une manière qu'on a commencé à investiguer, c'est les edges temporels. Donc au final, c'est vraiment juste, en plus de ces dépendances entre arguments, on rajoute la dépendance entre ce call-là et arrivé après ce call-là, etc. Une deuxième question peut-être pour conclure? Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci encore, bravo pour votre intervention. Merci également à vous, cher public, qui êtes venus en nombre cette année. C'était la dernière conférence de notre Tech Lab sur cette édition 2025 du InCyber Forum. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à l'année prochaine.